Merci à vous d'être là. Et on va pas être long là, juste on lance le film. Donc, nous venons en amis, réalisé par Hubert Sauper, qui est en train d'embrasser un ami, visiblement. Il a rencontré un ami aussi. Je vous remercie de l'accueillir chaleureusement. Nous allons passer du temps avec lui après la projection du film. J'espère que vous allez rester. Donc nous venons en amis. Tout le monde connaît Le Cauchemar de Darwin, Hubert. Je pense, enfin en tout cas il me semble que c'est sans doute pour ça que beaucoup de gens viennent. Et là, nous allons au Darfour. Bonjour, d'abord, merci pour l'invitation. Le film se passe au Soudan, du Sud en fait. Et en fait, je ne vais pas dire beaucoup, c'est juste pour dire bonjour. En fait, il parle de quelque chose de très universel, c'est la psychologie du colonialisme, je dirais, ou la pathologie du colonialisme. Mais je l'ai tourné au Soudan parce que le Soudan était une espèce de fenêtre dans l'histoire, parce que c'est un pays qui était divisé en deux il y a 3 ans. Et cette division est une espèce de répétition de la grande histoire coloniale de l'Afrique, la division en 50 morceaux. Il y a 100 ans, on appelait ça le gâteau, que les grandes puissances en Europe se sont partagées. Donc, il se passait une espèce de répétition et tout le film était basé sur une phrase de Mark Twain, l'écrivain américain, qui disait History doesn't repeat itself, but it rhymes. L'histoire ne se répète pas, mais ça rime. Donc c'est un film sur... Elle fait des rimes. Elle fait des rimes, je pense en français, on dit ça bégaye, c'est ça? Ça bégaye, oui, on peut dire aussi, ça bégaye, elle bégaye. Ça bégaye. Et voilà, donc c'est ça. Le film est est très radical. Et je pense l'idée du cinéma quand c'était inventé, c'était souvent défini comme une espèce de voyage dans le temps et dans l'espace, en fait, un voyage mental aussi. Et ce film-là est un voyage très dur, je pense. Donc je vous souhaite un bon voyage. Un aspect du monde qui est très dur, cet aspect-là. À tout à l'heure, bon film, bonne projection. Je ne sais pas comment vous êtes vous, moi je suis pas encore revenue, vraiment. Magnifique, magnifique. Dur, hein. Et puis très doux, et très doux aussi. Ouais, je vous ai prévu que c'est un voyage dur et c'est une convention de parler avec un film. Souvent, c'est... Moi, j'ai pas envie de voir les gens qui ont fait des films, normalement, mais voilà, je suis là. Merci d'être là. Merci le problème est que et merci d'avoir fait ce film. Le problème est dans un film comme ça, il y a 6 ans de travail, de réflexion, et vis-à-vis à ça, 15 minutes de parole, c'est... Bon, alors on va faire 30 alors, hein, on va faire 30, 40. En tout cas, merci pour l'invitation pour le festival. Tu veux pas qu'on s'assoie là? Si. Ouais. Mais peut-être au milieu, non? Il y a encore une personne? Non. Ouais. Tiens. Alors, nous avons un micro pour la salle. Vous avez des réactions, des questions? Profitons-en. Mais je pense qu'on est peut-être tous un petit peu dans le même état. Et en même temps, c'est très dur et très doux. Je trouve qu'il est très doux, ce film aussi, dans sa réalisation. Le fond est dur et la façon dont c'est fait est très douce. Hein. Très beau cinéma. Ah, le micro arrive, Marie-Valérie. Bonjour. Je voulais juste savoir, je ne sais pas quand vous avez fini de tourner ce film et où en est la situation aujourd'hui par rapport à votre film. Enfin, en gros, hein, c'est juste pour se resituer dans l'actualité. Bon, merci pour la question. D'abord, la situation est comme ça depuis 500 ans. Donc, le film est un moment dans l'histoire qui représente toute l'histoire de l'Europe et des Amériques, de l'Afrique. C'était les conquistadores, ils faisaient la même chose. Ils disaient « Venimos en paz ». Nous venons en amis.
ils finissaient par massacrer les indigènes et dire que c'était nécessaire parce que de toute manière ils n'ont pas d'âme et donc c'est bon quoi. Je pense qu'à chaque phase de l'histoire on invente un récit autour du crime en fait et notre récit autour du crime d'aujourd'hui c'est il nous faut le pétrole et de toute manière on envoie l'ONU et nos émissaires et on veut du bien et nous sommes des gens bien, on apporte la lumière et ce récit est un profond mensonge. Et si vous voulez voir toute la vérité de ce que je pense, alors pour répondre à votre question précise, c'est beaucoup pire en ce moment. C'est 1000 fois pire. La plupart des villages que vous avez vus dans le film sont brûlés jusqu'au sol. Ce sont des villages pas loin de la frontière qui sont malheureusement pas loin du pétrole. Et c'est la guerre civile généralisée entre deux chefs de guerre qui savent pas, chacun veut signer les contrats avec British Petrol, et Elf Total et Chevron. Et les compagnies pétrolières et les États et les grosses compagnies multinationales payent en avance, souvent au-dessus de la table, l'accès au pétrole. C'est-à-dire que les chefs de guerre, le mec avec son cowboy hat, c'est le président de ce pays, ce nouveau pays, il vend le pétrole qui est encore dans la terre. Le chef de la rébellion aussi, il vend le pétrole qui est encore dans la guerre. En cas, si lui il gagne, c'est comme un roulette, un peu, toi, c'est un poker. Et cette avance se transcrit en argent et en kalachnikov et en bottes pour les soldats, etc. Et le pays entier est en flammes. Mais encore une fois, ce n'est pas un film sur l'Afrique ni sur le Soudan, c'est un film sur un phénomène qui est mondial et aussi pas fixé dans le temps. C'est quelque chose qui traverse les siècles, malheureusement. Toi. Voilà, et que certains rêvent aujourd'hui d'exporter dans l'espace. On en parle dans le transhumanisme. On parle de ça, de partir sur d'autres planètes pour faire la même chose. Je peux dire un petit truc. Malheureusement, il y a juste un très cher ami qui est parti, qui s'appelle Jean-Pierre Bibring, et parce qu'il a lui-même une conférence où je vais aller tout à l'heure. Il va participer au labo Origine avec Marie-Odile Monchécourt, au centre événementiel. Jean-Pierre est responsable pour la mission Philae, qui, en fait, il envoie. Moi, je fais des navires spatials dans mon garage, mais lui, il fait les vrais navires spatials. C'est lui qui a élaboré le petit robot qui s'est posé sur la comète. Ouais. En tout cas, il vient de sortir et j'ai vu il y a 10 jours à Los Angeles, à la front page, la première page d'un journal, la sonde Philae et le comète en question, qui est un bout de glace et de rocher dans l'espace, qui traverse l'espace à 30 000 km à l'heure. Et sur cette couverture de ce journal américain à Los Angeles, c'était marqué l'avenir de mining, en fait. Du forage. De forage à 50 millions de kilomètres de la Terre. Et il y a des disputes maintenant entre les multinationales, les États et tout ça, juridiques, qui va avoir accès à ces putains de comètes. Et en fait, c'est la même chose encore, tu vois, c'est la même chose. Et si par mauvaise chance, il y avait, heureusement il n'y en a pas, mais s'il y avait des créatures quelque part dans l'espace, ça sera leur fin, quoi. Tu vois. C'est de toute manière parce qu'on ira en ami et puis ça finit. Voilà. Et hier soir, nous avons... Monsieur là-bas lève la main, mais Marie-Valérie, voulait réagir. Hier soir, hier à la fin de la journée, nous avons une conférence sur le bien commun. Qu'est-ce que le bien commun? Qu'est-ce que le bien public? Comment ça se distingue? Comment est-ce qu'on peut protéger? Quel sens est-ce que ça a? Le bien commun. Qu'est-ce qui nous est commun? L'air, c'est à moi tout ça, l'air, jusqu'ici.
Ah, Ça, mais non, c'est là, à moi. Non, non, là, là c'est la frontière. Non. Donc ça, je ne sais pas, c'est un vieux débat. Exactement. C'est un vieux débat et le bien commun. Enfin, à qui est la comète? Une des phrases les plus perverses dans ce film, c'était vers la fin, un des investisseurs qui récupérait une phrase des indigènes, en fait, américains, et qui l'a perverti complètement cette phrase. Il a dit tout ça, c'est pas à nous, c'est le bien commun, comme tu dis. Nous, ton jardin, c'est pas à moi, je le prends pour le temps que je vis. Après, je te le rends. Oui, il avait repris la phrase en déchetterie, quoi. Tu vois, du chef Seattle qui disait la terre n'est pas à nous, nous l'empruntons. C'est ça. Voilà, donc et ça qui est intéressant aussi dans la psychologie du crime. Et moi, je parle souvent du crime un peu pour provoquer parce que moi, je pense qu'il y a des... Enfin, c'est une métaphore un peu simpliste, mais il y a des violeurs qui insistent à chaque moment possible à quel point ils adorent les femmes. Toi, c'est un peu cette psychologie. Mais j'aime les femmes, mais qu'est-ce que je les aime et tout ça. Et c'est un mec qui tape dans la figure de sa propre femme et qui viole. Enfin, c'est un peu cette psychologie de se expliquer, justifier son crime, tu vois. Et je pense qu'on fait ça comme société, on fait ça, quoi. Tous. Notre société est faite ainsi. Et le christianisme est un outil. Ça marche très bien, tu vois, avec notre bonté, notre lumière. Nous sommes vraiment super, non, en fait. Formidable. Nous sommes bien, ouais. Nous venons en amis, voilà. Donc, Marie-Valérie Dietlin. Je voulais te revenir sur ton commentaire en trouvant ce film doux. Moi, je le trouve absolument pas doux. Je le trouve très désespérant. Tu peux parler un peu plus dans le micro? Oui, je trouve ce film absolument pas doux, comme tu l'as dit tout à l'heure. Je le trouve assez désespérant. Je fais partie de l'association Atmosphère 21, donc on est là pour essayer de réfléchir comment rendre ce monde plus durable. J'ai eu la chance dans mon travail de parler avec des gens, des collègues du monde entier, et partout dans le monde, en Chine, en Afrique, etc., les gens disent un des gros problèmes, c'est la corruption. Moi, j'aurais dit que ce film est sur la corruption, qui existe depuis la nuit des temps. Et donc, je voulais simplement dire, moi, je suis contente quand on parle aujourd'hui au Festival Atmosphère, parce qu'on met le doigt dessus, et c'est notre devoir de citoyen, de tous les jours, d'élus quand nous sommes élus, de responsables quand on est responsable, de quoi que ce soit dans notre vie, de lutter contre la corruption, c'est la seule solution. Vous parliez de Philae, je connais un petit peu le monde spatial, j'ai travaillé pour. Moi, j'ai eu la vision de cette communauté scientifique du monde entier qui s'est donné la main pour faire cette merveilleuse mission, d'ingénieurs du monde entier qui ont travaillé ensemble pour pouvoir faire ce rendez-vous spatial. Ils ont mis 20 ans pour construire cette mission. Je suis peut-être très idéaliste. Peut-être que derrière, il y a d'affreux Jojo qui sont là pour dire « mais on va en profiter pour prendre les mines ». J'aurais ravie de rencontrer votre ami qui a conçu le robot, mais je pense qu'au départ, ce n'était pas pour aller piller la comète, qui est un nom impossible à prononcer. C'était pas fait pour ça. Et vous avez bien suivi cet été, les enfants du monde entier suivaient ce rendez-vous spatial extraordinaire. La Terre entière suivait. Il y a eu, au contraire, un exemple d'harmonie, de gens unis dans un seul truc. Et c'était une réponse positive par rapport à la guerre. Voilà. Moi, j'espérais que tu as une question, mais vous avez une... Peut-être que la question c'était est-ce que tu penses que Jean-Pierre Bring a envisagé que son travail et son œuvre scientifique allaient un jour être récupérés pour des intérêts matérialistes? Non, mais mon film, ce film-là, il part maintenant dans le monde, il va être récupéré par les investisseurs aussi. On ne peut rien faire. C'est un peu désespérant. Je ne suis pas d'accord. Sinon, on ne ferait pas le festival Atmosphère si on disait on ne peut rien faire. On n'a pas encore été récupéré. Non, moi je ne suis pas d'accord. Moi je suis pas d'accord non plus, mais je sais que c'est le fait. C'est un fait. Oui. C'est pas une question d'être d'accord ou pas d'accord. C'est un fait. Tu envoies un truc dans le monde. Voilà. Ça va. En tout cas, nous, Festival Atmosphère, n'avons pas encore été récupérés. Je peux peut-être dire un truc par rapport à la première phrase de cette dame-là.
Vous avez Marie-Valérie. Vous avez dit que vous êtes... oui, c'est comme à l'école, il faut faire attention. Vous avez dit que c'est désespérant ce film. Moi, je ne pense pas qu'il est désespérant. Ce qui est désespérant, c'est quand on ne regarde pas ce genre de choses. Quand on les regarde et quand on est ensemble maintenant dans cette salle, ça porte de l'espoir. Donc l'espoir est partout, le désespoir aussi. Un film comme ça peut nous recentrer sur un des fonds du problème, en fait. Et j'ai essayé de formuler le fond de la pathologie. Après, je ne dis pas que je connais tout le fond de la pathologie, mais j'essaie de le formuler avec un film. Et ça apporte pour moi beaucoup d'espoir, d'ailleurs, que c'est possible. Et que le film est en salle, et même si ce n'est pas un blockbuster. D'ailleurs, sachez qu'il est sorti il y a quelques jours partout en France, en salle. Et il est en concurrence avec Hollywood, avec Schwarzenegger. Donc c'est pas mal, ça. Non, c'est pas mal, mais c'est un peu difficile d'exister comme ça. D'exister face à Schwarzenegger. Dans un concert de Lyon, quoi. C'est une petite voix, toi. Est-ce que ça s'adresse au même public? Comment? Ça ne s'adresse pas forcément au même public, au public de Schwarzenegger? Si, mais moi je pense que tout public veut voir ça. Et je pense qu'il y a des gens qui sont dépassés par ce type de récit, par ce type de forme, parce que c'est extrême comme forme, comme cinéma. Mais je pense qu'au fond, tout le monde peut le comprendre d'une manière ou d'une autre, je pense. Je crois que monsieur, ça y est, monsieur a le micro, une question. Oui. Quand vous avez commencé à réaliser votre film, il n'existait qu'un Soudan, un seul Soudan, je pense. Et vous avez rencontré, au fur et à mesure de vos différents périples, des gens du Soudan qui étaient plutôt au nord et des gens du Soudan qui étaient plutôt au sud. Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti pour vous, quelle pouvait être la véritable genèse de cette future partition, c'est-à-dire cette volonté, semble-t-il, de se séparer entre musulmans et catholiques, entre Soudanais du Nord et Soudanais du Sud. Qu'est-ce qui a pu transpirer aussi fortement et que vous avez capté, que vous avez pu capter? Merci. Il y a une réponse, c'est un mot, c'est le pétrole. Essentiellement? C'est le pétrole. Et la partition du Soudan a été inventée au Texas, autour du clan de George Bush Senior. Il y avait une rébellion depuis 50 ans, depuis 60 ans presque, de séparatistes, en fait, de gens qui voulaient une émancipation du Sud, en fait, qui voulaient avoir accès à une partie de la richesse du pays. Et le régime de Khartoum, le régime musulman, était un régime centriste et qui ne laissait pas vivre ni le Darfour, qui est une autre province, ni le sud du Soudan, ni les montagnes de Nuba, ni le Nil bleu, ça s'appelle. Donc toutes ces provinces étaient marginalisées et à force, ça montait en force, cette guerre civile. Et ces dernières années, donc ces derniers 20 ans, cette guerre civile était alimentée par l'Occident, donc du Sud, avec cette idée de soutenir les chrétiens. En fait, c'est une salade, en fait, parce qu'en vérité, il y a très peu de chrétiens. Il n'y a aucun catholique dans le Sud-Soudan, d'ailleurs. Ce sont des chrétiens évangélistes américains, et seulement une mini-partie des gens, notamment l'élite, sont chrétiens. Ils sont devenus chrétiens à force d'être évangélisés comme ça. Et les chefs de guerre, le mec qui ne sait pas chanter l'hymne national, c'est un produit de cette école. C'est un produit de l'école des missionnaires qui disait il faut marcher au pas, il faut s'assimiler, il faut mettre une cravate, il faut se laver les mains. Vous êtes trop cons, vous êtes des Africains, donc nous on est malins, nous on est blancs. Tout ça, c'est dans son cerveau. Et ça transcende, enfin c'est une horreur en fait de voir ça. C'est une horreur de dire à quelqu'un comme ça qui gère un pays, nous sommes trop bêtes, venez avec vos tracteurs nous aider. En fait, c'est quand même incroyable comme psychologie. Et c'est précisément le noyau de cette pathologie. C'est le noyau de racisme aussi. Hein.
C'est le racisme qui était nourri au bout des siècles, des siècles, par cette idée, tout simplement. Cet accord. Et nous, on réfléchit même plus de ça. Tu vois, nous, je pense que Bolloré, c'est pas Bolloré, ou, comment il s'appelle, Borloo. C'est Borloo, le politicien. Le politicien, c'est Borloo. Bolloré, c'est qui chef disait il y a une d'entreprise. semaine, on va éclairer l'Afrique. Il a dit ça, on va éclairer l'Afrique, donc c'est un peu le même jeu. Et tout le monde dit, ah oui, super, on va éclairer l'Afrique, envoyer EDF. Qu'est-ce que ça, Et on c'est va ça mettre qui des me chaussettes blanches à cet ça me enfant désespère. qui a le derrière à l'air. Hein. En fait, c'est ces phrases qui me désespèrent vraiment. Ouais, Quoi. ouais. Le micro est parti. Merci. Oui. Il semblerait quand même qu'on est peut-être plutôt sur du culturel que sur de l'économique, non, au démarrage, non? Non. Monsieur demande, est-ce que c'est plus une question culturelle qu'une question économique au départ? Non, c'est vraiment la raison profonde de base, c'est vraiment le pétrole, c'est-à-dire le... Monsieur demande si la motivation Ouais. Non, première est culturelle ou non, si elle est il n'y a avant tout économique. Rien à voir avec la culture, rien. C'est le pétrole, c'est les ressources, c'est l'eau, c'est l'uranium, c'est l'or, rien d'autre, c'est rien. Et toute autre chose, c'est un prétexte, c'est réunir des gens parce que c'est la tribu contre l'autre tribu, c'est les chrétiens contre les musulmans, c'est les noirs contre les arabes, c'est les blonds contre les bruns. C'est une salade tout ça. Au fond, c'est les ressources, c'est l'accès, c'est la terre, c'est la richesse. C'est tout. C'est les croisades. Il y a des siècles en Europe, c'était pas pour la croix. C'était la croix qui était le prétexte pour trouver des terres. Et Christophe Colomb, c'était pour des épices. Hein. C'est ça, oui. Ouais. Madame. Merci. J'ai été très surprise, ça va, ou même choquée, de voir un chef à un moment, en face de vous, je crois, qui vous explique que vous pouvez avoir du terrain, que vous pouvez construire un aéroport, qui n'a rien contre, parce que ça sera très bien, il y aura du personnel, dans un aéroport, il faut beaucoup de balayeurs. Il dit ça à un moment. Un homme en chemise locale, c'est pas des pontes en complet veston. Donc il n'a pas plus d'ambition que de voir les gens de son village, enfin de sa tribu, je ne sais pas, balayer. Ouais. Nous ne sommes pas capables de faire autre chose. Il a l'air de dire tout à fait ça. Ça comme m'a lui-même, beaucoup choqué. lui-même, il considère que les gens de sa tribu sont cons. Donc, ils sont pas. C'est ça qu'ils peuvent faire. En fait, c'est ça le problème, tu vois. Ils peuvent faire ce que ça. On dirait qu'ils peuvent faire que balayer. Il dit, prends mon jardin, prends mes terres, Oui. prends les jeunes filles pour les mettre dans un bordel, prends les garçons pour en faire des soldats. Vas-y, sauf laisse-moi un peu d'argent parce que moi j'ai besoin d'un 4x4. C'est tout, tu vois. Non, c'est l'amitié, ça. C'est l'amitié. Oui, non, mais c'est ça. Enfin, c'est dans chaque scène. Moi, de toute manière, je suis parti pour faire ce film. Je suis parti à chercher le fond de ce chaos, quoi, de la pensée. Et j'ai trouvé beaucoup plus que je m'attendais, quoi, plus que j'aurais voulu savoir. D'ailleurs, je suis jusqu'ici. Humainement, c'est difficile à vivre. C'est difficile, déjà c'est difficile de voir le film. Non, alors mais c'est difficile, mais aussi en même temps, je mets ça dans mon travail et je partage. Donc je suis pas seul avec ça, mais c'est une angoisse terrifiante. Oui. Mais moi, je l'entends, le mec dire ça. Mais c'est pas le premier mec qui a dit ça. C'est pour ça que j'ai provoqué un peu le débat avec lui. J'ai dit, si je faisais un aéroport, génial, je fais un aéroport. Parce que je connaissais sa psychologie. Je savais grosso modo en avance qu'est-ce qu'il va dire. Toi. Et aussi, je savais en avance, c'est parce que les gens ils me demandent souvent, tu fais un documentaire, donc tu filmes un peu partout et par hasard, il se passe des choses. C'est pas ça. C'est que quand je sais que demain matin arrive un ambassadeur qui s'adresse aux Maasai, je sais en avance qu'il va raconter une salade. Voilà, je le sais.
Donc, parce que j'ai entendu 200 fois les ambassades raconter les salades. Donc, tout ce que je fais, c'est je pose ma caméra et j'attends qu'il sort sa salade. Donc, voilà. Et après, comme le hasard veut, soi-disant une bonne chose pour un film, qu'en ce moment-là, il y a ce mec tribal qui sort, qui pète un câble, et moi, j'essaie de cadrer les deux dans un moment. Je suis dans... Mais en fait, je filme pas quelque chose qui me surprit, je filme quelque chose que je connais, tu vois, que je savais déjà. Voilà, donc c'est ça, je pense que le plus gros du travail, c'est réfléchir à des choses, comprendre des patterns, des schémas, et les choper en cinéma, ouais. Et en faire, voilà. Madame. Bonjour, merci d'être venue nous présenter votre film. Je l'ai trouvé très dur, très poignant. Il y a quelque chose dans la façon, en fait, je pense qui n'est pas évidente, mais par rapport aux personnes qui vous posaient des questions très directement, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Et à chaque fois, vous évitiez de répondre ou prendre parti, ou voilà. Et ça, j'ai trouvé ça, c'est pas du tout un jugement ni quoi que ce soit, mais ça doit pas être évident parce que vous voulez vous effacer par rapport à ceux qui... Mais en même temps, eux ont à se prononcer, en fait, vous leur tendez la parole et vous ne répondez pas. Donc moi, je trouve, humainement, ça me... Enfin, c'est arrivé à 2-3 reprises dans le film où, voilà, je me dis, c'est pas évident, on demande aux autres de s'exposer et soi-même, on s'expose pas. En fait, c'est juste... La question que vous ne posez pas, c'est quoi? Non, je comprends la question, en fait. En fait, je comprends la question. Et, voilà, il y a plusieurs méthodes, évidemment, et plusieurs manières d'être comme être humain et d'être comme cinéaste. Et une des méthodes, soi-disant classiques, c'est que moi, je vais au nom de la BBC, disons, au Soudan. Je vois derrière moi le chaos, je filme et je suis devant avec un microphone. Je dis voilà, je vous explique ce chaos et je vous fais une analyse. Je sais des trucs que vous savez pas. Vous êtes devant la télé, moi je sais parce que je suis au Soudan. Cette position, je déteste cette position. Moi, je vais là-bas pour comprendre les choses, mais surtout comprendre la psychologie des gens. Donc, si quelqu'un cette espèce de génie de fou dans un terrain vague qui dit mais t'es pas au courant, c'est vous les Français qui apportent des armes, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je dis ah oui je sais, t'inquiète, je sais parce que je suis informé, je suis un intellectuel français. Bah ça s'arrête le débat quoi, tu vois. Moi je veux qu'il sorte de sa réserve et le fait qu'il me provoque c'est magnifique. Et moi, je dis, ah bon, et tout, et il relance, il sort son discours. Et c'est ce discours qui m'intéresse pour le film. C'est pas, je ne vais pas vous raconter qu'est-ce que je pense. Moi, Hubert, moi, je tiens la caméra, tu vois. Mais je pose des questions et j'engage des débats. Et par exemple, quand on était chez des Chinois, on arrivait d'une manière extrêmement hostile, il y avait des soldats, ça a pris une semaine, on était arrêtés, etc. Et à un moment donné, ce qui n'est pas dans le récit du film, parce que c'est des années de vie, donc le film dure 2 heures. À un moment donné, on est devenus amis avec eux, et on passait du temps, on a passé des après-midi entiers à boire du thé, à discuter sur l'état du monde, etc. Et on parlait de... Et moi, je dis, pour moi, vous ressemblez à des extraterrestres dans votre cabine... par balle, etc. Et ils me disent, mais toi aussi, tu es un extraterrestre, regarde-toi avec ta... Oui, c'est vrai, en fait, on était tous des extraterrestres. Et du coup, on était sur un niveau de débat, déjà un peu allumé, quoi, intéressant. Et j'ai dit, mais vous connaissez Star Trek, Ah oui, on connaît tout, tiens, on a les DVD, tiens, on a sorti les DVD. Mais c'est moi qui ai engagé le débat, tu vois. C'est pas eux qui disaient, ah, bienvenue, est-ce que ça vous dit si on discute sur l'exploration de l'espace? C'est moi qui l'ai engagé. Mais c'était seulement un étincelle. Après, il y a des films qui tournaient tout l'après-midi, on discutait, et moi je cadrais un peu ce qui se passait à l'écran et ce qu'ils disent. Donc je suis aussi dans le film dans le sens que je documente aussi mon état, mon étonnement, ma fascination, ma peur et tout ça.
Mais je ne vais pas vous imposer mon analyse, en fait. Je pense que ça sera tuer ce type de film, toi. Non, mais j'avais bien compris que c'était pour laisser la place à l'autre et qu'il puisse s'exprimer jusqu'au bout. Ouais. Mais en même temps, j'ai trouvé qu'il devait se sentir seul de son côté, quoi. Mais de quelle scène, par exemple? Oui, bah, celle-là, justement, où dans le terrain vague, en fait, ouais. il pose vraiment la question. À partir du moment où elle était vraiment posée, moi, je pense qu'il manquait une réponse. Mais après, je comprends la démarche. Monsieur reprendrait bien un petit coup de micro, c'est ça? Merci. Je voudrais savoir, moi, qu'est-ce qui vous a lancé au démarrage sur cette idée? Est-ce que vous avez voulu être un témoin, quelqu'un qui fait un documentaire avec un objectif particulier? Quelle est la profonde finalité de votre réalisation, s'il vous plaît? Finalité. Le but, l'objectif profond, hein, le plus profond possible. Bah, de sauver la planète, c'est tout. Hein. Oui, l'humanité, de sauver l'humanité d'elle-même, sauver l'humanité d'elle-même. Le but, c'est de faire un film qui provoque les esprits, qui vous inspire, qui vous passionne et qui transcende la passion que j'ai pour la passion et la compassion et la connexion et la douleur aussi, non? Le questionnement, en fait. Je transcris. C'est une traduction de 6 ans de questionnement sur l'état de notre temps, c'est tout. Voilà. Et depuis qu'il est lancé, ce film, je ne sais pas depuis quand il est diffusé en salle. Il vient de sortir. Il y a 3 jours, il est sorti en France. Il y a 3 jours. D'accord, donc je n'ai pas de questions à poser. C'est trop tôt. Mais il n'y a pas une réponse. Je fais des films parce que je suis filmmaker. Hein. Je suis cinéaste. Donc c'est... Dites-moi. Bonjour. Je voulais vous remercier pour ce documentaire que je trouve bouleversant. Je trouve que c'est aussi très étonnant en fait les contrastes entre la dureté du récit et certaines images de coucher de soleil et de paysages qui sont magnifiques et c'est vrai que c'est un regard assez pessimiste. Je vais quand même me rattacher à ce que vous avez dit en disant que justement regarder ce documentaire, en parler maintenant est porteur d'espoir. Et en fait ma question était, est-ce que pendant votre séjour vous avez quand même rencontré des personnes qui, dénuées de d'objectifs de vouloir faire des affaires, de vouloir évangéliser les populations, est-ce que vous avez tout simplement rencontré des personnes ou des associations, des ONG qui essayaient de quand même faire changer les choses juste pour aider les gens, en fait? Moi, je pense que c'est une bonne question. Quasiment tout le monde dit ça. Le mec des mineurs, il dit ça. Les missionnaires, ils disent on est là pour faire du bien. Les pétroliers sont là pour faire du bien parce que le pays a besoin de l'argent. Donc tout le monde a le même discours. Tout le monde. Moi aussi, j'étais là juste pour faire un film. Donc je suis dans le même discours. En fait, il n'y a pas un seul acteur dans tout ça qui dit moi je suis là pour niquer ce pays, quoi, parce que je veux devenir riche. Personne ne dit ça. Mais évidemment, il y a des nuances, il y a des gens qui sont plus que d'autres investis avec leur cœur, et il y a des gens vraiment engagés aussi, mais ils sont dans une extrême minorité. Extrême. Le problème, c'est la proportion. Cette femme qui chante la chanson My Land, par exemple, c'est une Soudanaise qui essaie de faire une différence, qui est partie aux US, qui est revenue. Et c'est une femme magnifique. Elle est venue d'ailleurs il y a 10 jours à Los Angeles pour un screening. Et c'était une salle comme celle-là et tout le monde était debout pour l'applaudir parce elle avait vu pour la première fois elle-même le film. Et voilà. Mais une chose qui est sûre, c'est que il y en a peu. C'est comme en France, tu vois, contrairement à ce qu'on pense, on pense que la moitié de la France était
s'est opposé au nazisme, mais en fait, c'était pas la moitié de la France, c'était un poignet de gens. Mais après la guerre, on a essayé de raconter ça autrement pour se sentir mieux et pour dire pour tourner la page, je sais pas quoi, mais c'était aussi. Donc les résistants d'aujourd'hui sont en extrême minorité, quoi, extrême. C'est ce qu'on appelle les héros qui s'opposent au système au Soudan, mais tu peux les compter sur une main. Et vis-à-vis une armée de mecs en uniforme qui disent qu'il faut donner le pétrole, il faut acheter des 4x4, on a besoin davantage de chars, etc. Donc c'est la proportion, c'est le problème. Mais elle est là, cet autre groupe. Et aussi même dans le contexte de la société ici, voilà, il y a une cellule comme les gens comme ceux qui font ce festival, qui sont pour moi les résistants d'aujourd'hui, quoi, tu vois. Mais combien de festivals comme ça il y en a en France, et combien il y a de Français, et combien il y a de gens qui vont chez tu vois, Carrefour pour acheter n'importe quelle connerie parce que sans penser, parce que c'est comme ça, parce que c'est le temps, parce qu'on peut. Enfin, après, je pense parce que ça va plus vite. Ouais, dans 2 générations, nos petits-enfants ils vont dire mais qu'est-ce que vous avez foutu là? Pourquoi vous avez détruit autant la planète? On va dire parce qu'on pouvait. Voilà. Because we can. Ça va être la réponse. Oui, ouais. Moi je voudrais juste te dire qu'il y a 2 jours, on a eu une soirée qui s'appelait soirée crowdfunding et c'était pas forcément le meilleur titre. Hein, et que du coup nous avons vu défiler tout un ensemble de jeunes, de gens mais vraiment, vraiment engagés, mais alors calmes, et qui créent. Ils sont déjà en train de créer le futur. Alors ça va être des fermes, ça va être un nouveau système de Google, ça va être un nouveau système de ceci. Et ils y vont, et ils sont tranquillement engagés. Ils ne sont pas du tout révolutionnaires, mais ils veulent vivre selon leurs propres valeurs, c'est-à-dire en dehors du système. Et bien, c'était drôlement encourageant. Et on en a vu beaucoup. Mais c'est révolutionnaire, ça. Ah, oui, mais ils n'ont pas la même forme de révolution que ceux de ma génération. Moi, je suis une 68arde, et nous, c'était la révolution. Eux, pas du tout, du tout, du tout. C'est tranquillement. Non, moi, j'ai envie de créer autre chose. Et on y va, doucement, mais on le fait. Très, très encourageant. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui étiez là l'autre soir. Ça faisait du bien, hein, une soirée comme ça. Vous savez, ma base aérienne où j'ai construit ce petit avion, c'est une ferme où je fais à manger pour tous mes amis d'ailleurs. C'est devenu un effet secondaire de ce projet. C'était une mini-ferme avec un petit champ pour atterrir et décoller avec le Spoutnik. Qui s'appelle le Spoutnik, le petit avion. Le petit avion s'appelle le Spoutnik, hein, c'est pas mal ça. Et donc, mais maintenant le Spoutnik est dans le garage et un peu fatigué au bout de ce voyage. Et c'est devenu une espèce d'utopia qui produit précisément beaucoup à manger et que tous mes amis sont là tout l'été, plus que l'été d'ailleurs. Plein d'eau. Donc, vous avez... Je ne vois le micro de chez personne pour l'instant. Enfin, une dernière question. Là, vous êtes en promotion pour la sortie du film, bien sûr. Si vous pouvez aider ou soutenir sous quelque forme que ce soit, n'hésitez pas, parlez-en. Vous avez une page Facebook? Le film, hein? Le film, oui. Ah oui, donc on peut partager la page Facebook du film, faire circuler, c'est pas mal. Et... Oui, il est halluciné, enfin, il suffit de taper le nom du film. Non, mais pour faire circuler, pour en parler. Pour... Ouais, je pense, ouais. Et à part ça, qu'est-ce que vous faites d'autre en ce moment? Oui, il y a beaucoup de presse. France Inter en a parlé samedi dernier. Il y a tous les médias possibles, ils ont fait... Comment? Oui, c'est ça. Non, il y avait il y avait RFI, France Inter, Le Monde, il y avait tous les journaux, en fait, tous les médias possibles, je pense, sauf TF1. Et sauf Canal+, qui était acheté par Bolloré, et je ne pense pas qu'ils aiment trop bien ce type de discours. Et Canal+, qui a mis de l'argent dans la production de films, ironiquement. Mais maintenant, c'est une autre direction.
Je pense ils m'ont même pas invité pour un plateau de débat sur le film. Donc ça c'est fort, c'est la chaîne même. Comme ça, c'est comme ça. Non, c'est ça. Mais c'est juste, il faut le dire aussi. Donc la promo maintenant. Et est-ce que vous faites autre chose? Est-ce que vous êtes en train de préparer un nouveau film? Oui, je vous raconte pas quoi parce que. Vous n'avez pas le droit de nous dire quoi? Vous voulez pas? Non, j'ai le droit, mais je n'ai pas envie parce que c'est trop dangereux. Parce que quand j'avais fini Le cauchemar de Darwin, il y avait. Vous connaissez ce film? Je crois que la plupart des gens. Vous savez peut-être pas que 2 ans après la sortie, c'était nominé aux Oscars, et après, au moment où c'était nominé aux Oscars, il y avait une campagne de diffamation, de haine, qui était très violente, qui était orchestrée par un groupe de gens en France qui étaient payés pour le faire, et ça passait en France comme une polémique de vérité ou pas vérité de ce film, mais en fait, au fond, c'était une vraie campagne de diffamation. J'ai passé 3 ans de procès juridique pour tracer tous les origines et tous les cheminements et tout le réseau de connards, quoi. Voilà. Et je les ai eus en justice, et ça s'était fini avec 2 procès en diffamation, notamment de ce monsieur qui était le porte-parole de ce truc. Mais ça a laissé des traces, et il y a même maintenant dans la presse sur ce film, et on parle de la polémique de Darwin. Est-ce que c'est vrai tout ça? Est-ce que le cinéaste a fait de la mise en scène? Est-ce que c'est magouillé? Si vous êtes intelligent, vous avez vu le film, vous savez que ce ne sont pas des acteurs, et c'est pas, tu vois, inventer cette galère au Soudan, mais c'est quand même impressionnant à quel point ça fonctionne. C'est comme un virus, quoi, tu vois. C'est assez facile, en fait, de dénigrer ou de faire circuler des rumeurs. Oui, c'est facile au moment quand on est exposé. C'était justement pour Darwin, c'était le moment de la plus grande exposition autour des Oscars. Il y a ce groupe de gens qui disaient « c'est un mensonge, le film n'est pas vrai ». C'était une folie, quoi. C'est vraiment impressionnant, quoi. Mais je les ai eus. Voilà. Maintenant... Et donc c'est pour ça que vous ne voulez pas nous parler de ce que vous faites? Non, je ne peux pas parler de mes projets en avant, parce que si je vous raconte, je fais un film au Mozambique, c'est dangereux, c'est très dangereux pour moi. Mais une fois que le film est fait, je m'en fous, quoi. Après, je peux parler de Bolloré comme toi. Mais je ne vais pas dire à Bolloré où je tourne le prochain film. Nous avons une dame qui aimerait partager. Oui, le labo Origine a dû commencer déjà. Enfin, c'est maintenant que ça démarre. Sur les astros? Oui, mais ils vont. Parce que moi, je vais aussi. Donc, oui, on va y aller tous. On fait une dernière question? Madame. Ouais. Ce n'est pas une question, c'est juste pour confirmer ce que vous disiez à propos de la presse. À la fois la presse qui vous a attaqué, mais surtout la presse, je parle de la presse qui vous a soutenu. Et si je suis ici ce soir, c'est précisément parce que dans le Canard enchaîné de cette semaine, il y a un article très intéressant et fort élogieux qui évoque la sortie de votre film, donc cette semaine, qui fait allusion justement au Cauchemar de Darwin, film que j'ai bien entendu vu, et qui dit que vous avez été victime justement d'attaques, vous disiez iniques, mais elles l'ont été, et le Canard enchaîné y fait allusion. Et il vous a soutenu, je me souviens très bien, lorsque vous avez réalisé le film Le Cauchemar de Darwin, il y avait un article également dans le Canard enchaîné, qui était un article qui montrait votre courage et qui, je me souviens, qui se demandait si vous n'auriez pas par la suite des attaques, et c'est ce qui s'est passé, bien entendu. Donc, pour le prochain film, Le Canard enchaîné, il me semble, avait l'air de dire que vous pourriez avoir aussi des conséquences du même genre. Voilà. De toute manière, c'était très polaire. C'est vrai que en fait, l'attaque était extrêmement violente parce que c'était vraiment orchestré. C'était vraiment un programme de destruction d'un film qui portait, à l'époque, un argument qui était contre le credo du néolibéralisme, en fait, soi-disant. Le néolibéralisme, c'est quand même devenu une espèce de religion à notre jour.
Et plus que ça devient une évidence que ça va droit dans le mur, plus que ça devient transparent pour plus en plus de gens que ça va pas se faire. Cette illusion de la planète en tout bonheur, que tout le monde va rouler en Mercedes, je pense que ça va pas se faire. Enfin, tout le monde, je pense, dans cette salle est plus ou moins d'accord. Mais plus que ça devient clair que c'est un mensonge, plus que l'agression de ce groupe de gens va à l'extérieur, attaquer des gens. Et moi, je me suis fait attaquer personnellement, j'avais des menaces de mort. Et des gens qui étaient dans mon film Darwin étaient physiquement attaqués, leur maison détruite, ils étaient en prison en Tanzanie. Et j'ai dû sortir physiquement 6 personnes de ce pays. Ils sont devenus réfugiés politiques, soi-disant, suite à ce film. Et je n'avais pas de soutien de l'ONU. En fait, c'est une des raisons pourquoi ça a pris autant de temps pour faire ce prochain film, en fait. Mais comment dire, au fond, je suis presque honoré d'avoir ces connards dans ma gueule, quoi, parce que je sais de quoi je parle. Hein. Je suis davantage clair de quoi je parle et comment je parle. Et ce film, d'ailleurs, je pense que c'est un résultat de ça, quoi. Je suis assez tranquille dans ma conviction, quoi. Donc, en tout cas, merci voilà. beaucoup et continuez. Faites-en un 3e, un 4e. Merci. Ouais, on va soutenir celui-là pour que celui-là fasse. Voilà, dites autour de vous que les gens le voient, c'est en salle maintenant. Donc,